Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Nicolas Brouillac, Head of R&D and Design chez Cole & Mason, groupe DKB Household. Il nous parle de son parcours et de ses expériences professionnelles, en particulier chez Peugeot Saveur et DKB Household. Il nous parle de sa vision de la place du design dans les équipes et les projets, à travers ses expériences dans la PME familiale française dans laquelle il a passé 15 ans, et sa nouvelle expérience dans une entreprise internationale. Il nous explique sa place dans les organisations, mais aussi la reconnaissance du travail de designer dans les projets à travers ces deux expériences. Vous découvrirez que dans les arts de la table haut de gamme, le design n'est pas que dessin, mais aussi dessin et innovation. Puis nous parlons créativité. En effet, nous sommes tous créatifs, mais le designer sait traduire et transformer les idées en objets tangibles en intégrant une approche sensible et intuitive. Bonjour et merci à vous d'accepter notre invitation. Et donc pour commencer ce podcast, comme traditionnellement, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? Bonjour Annabelle, alors je suis Nicolas Brouillac, designer intégré pour le groupe DKB, qui est un groupe international, et je suis le designer et aussi direction artistique pour uniquement une seule marque, parce que le groupe possède beaucoup de marques. Je travaille uniquement pour la marque Cole & Mason, qui est une marque de produits d'art de la table spécialisée autour des épices, des moulins à poivre, à sel, et univers qui tourne autour d'ustensiles, d'articles de cuisine, mais on va dire un peu haut de gamme, premium. Je travaille pour cette marque depuis 9 mois. Donc à la base, mon parcours, c'est un bac art appliqué, anciennement F12, un BTS de design industriel à la Souterraine, et après j'ai passé un DNSEP aux Beaux-Arts d'Orléans. J'aimais bien le mélange BTS qui est très technique, avec des œillères un peu trop, et après les Beaux-Arts qui vous enlèvent les œillères au niveau de la créativité. J'aime bien ce mélange-là. Après ça, j'ai travaillé pendant 4 ans et demi dans une agence de design industriel spécialisée dans l'électroménager, et l'essentiel de nos clients étaient asiatiques. Ce qu'on retrouvait en produits marques de distributeurs dans les supermarchés, donc du fer à repasser, du grille-pain, ça j'en ai dessiné, des sèche-cheveux, beaucoup de produits comme ça. Au bout de 4 ans et demi, 5 ans, l'agence a fait faillite parce que les fabricants asiatiques étaient tellement occupés à produire pour la grande distribution qu'ils n'avaient plus nécessité de développer de nouveaux produits. Et après une courte période de chômage, je me suis recruté en 2006 chez Peugeot Saveur et Peugeot Outillage. Donc à la base, j'étais recruté pour dessiner pas uniquement l'art de la table, mais aussi l'outillage à main, donc ciseaux à bois, marteau, niveau. Il y avait aussi des lasers de chantier, des objets très techniques. Et en même temps, je dessinais aussi tout ce qui est art de la table. Donc des carafes à main, des tire-bouchons, des moulins, etc., etc. Donc c'était sympa de jongler entre les deux univers. Franchement, c'était cool. Ça, j'aimais bien. Ça permettait d'aérer l'esprit, quoi. Et en 2012, la partie outillage à main a déposé le bilan pour mémoire, et la famille Peugeot a repris en possession la marque Peugeot Saveur, et on s'est consacré uniquement sur l'art de la table. Après, il y a eu des changements de CEO, et en fait, chez Peugeot Saveur, depuis 2 ans, on va dire, il y a eu une nouvelle stratégie, d'un nouveau CEO. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais pour moi, il y avait un ralentissement du développement de nouveaux produits, il y avait de l'ennui, de tourner en rond, j'avais fait le tour, et puis oui, je m'ennuyais sévèrement. Et un beau jour, j'ai reçu sur ma boîte professionnelle un email d'un monsieur, CEO du groupe DKB, qui me proposait, alors tout ça en anglais, qui me proposait une opportunité. Et là, j'ai répondu avec Google Traduction, parce qu'en fait, il s'avère que je ne parle pas anglais. Donc, le monsieur voulait absolument me rencontrer. Donc, on a réussi à tabler, à savoir que la holding est à Zurich. Donc, je suis allé à Zurich. L'entretien a duré 4 heures. Il avait fait venir quelqu'un pour la traduction. Et ce qui a fait que j'ai été recruté pour les aider à redresser la marque Cole & Mason. Voilà, j'ai rencontré l'actionnaire principal.
qui est aussi propriétaire des marques de luxe dans l'hôtellerie, dont des dons d'ailleurs. Enfin bref, j'ai passé plusieurs entretiens. Donc l'idée, c'était qu'ils avaient fait gérer par le passé l'entreprise par l'aspect commercial. Ça n'avait pas réellement fonctionné. Après, ils ont fait gérer l'entreprise sur l'aspect marketing. Ça ne fonctionnait pas. Et là, ils voulaient vraiment faire gérer l'entreprise sur le prisme du design. Alors là, j'ai cité comme exemple Joseph et Joseph, qui est une marque qui a grandi, qui sont deux frères, un designer et un commercial qui a explosé en très peu de temps. Il m'a expliqué, oui, je veux ça, je veux de l'innovation. Et donc, en fait, pour moi, c'est une chance inouïe parce qu'on m'a donné une marque, grosso modo, en résumé. Vous allez établir la stratégie de l'entreprise sur plusieurs années à l'avance, la feuille de route, voilà, et vous m'envoyez ça. Si je suis d'accord, l'actionnaire me dit, je travaille directement avec l'actionnaire qui me dit je valide ou je valide pas. Et donc c'est assez passionnant, et tout en parallèle, je prends des cours d'anglais parce que voilà, c'est compliqué, la communication est difficile, surtout l'aspect business, les réunions. Et donc j'ai pris le dessus par rapport à l'aspect marketing, commercial, et voilà. Et donc c'est flatteur pour mon ego personnel, c'est une chance inouïe, donc il faut quand même rester humble. Et donc voilà, je fais grandir l'entreprise, voilà, pour le parcours. Très bien, c'est une belle aventure qui commence en tous les cas. Et donc, justement, vous avez travaillé en France et maintenant vous travaillez pour une culture, on va dire, quasiment européenne. Quelle perception vous avez de l'organisation, de la confiance qu'on peut donner au design, de place que vous pouvez avoir? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors oui, c'est un vaste sujet. Alors déjà dans le groupe DKB, et pour la marque Collet Maison, déjà, c'est beaucoup plus tourné vers l'international. Donc, il y a des Suisses, il y a des Allemands, il y a des Britanniques, il y a des Américains, donc déjà, et des Français. Donc déjà, c'est beaucoup plus international. Voilà. À un moment donné, ce qui m'a marqué, c'est qu'en train de recruter un ingénieur, et l'ingénieur, en fait, en Angleterre, il mixe l'aspect design et ingénieur. En France, c'est séparé, en fait. En France, on fait des études d'ingénieur, on fait des études de design. Là, il mixe les deux. Donc ça, c'était assez curieux parce que j'arrivais pas à trouver, parce que je devais innover, et j'arrivais pas à trouver vraiment un vrai ingénieur comme en France. Donc, ils avaient des notions de dessin, mais pas exactement. Enfin, c'est pas péjoratif, mais ils n'étaient pas idéal dans un secteur ni idéal dans l'autre, quoi. Donc ça, voilà. Et en fait, je pense que ça vient du mot design en lui-même. C'est que chez les anglo-saxons, le mot design, c'est construire, c'est faire, c'est on design tel objet, on design un bâtiment, on design tel truc. Alors qu'en France, le design, c'est l'objet, la créativité, l'artiste. C'est pas du tout le même point de vue. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Après la reconnaissance, alors en France, le designer, alors ça va parler à beaucoup de designers intégrés, c'est le gars qui est sous les ordres du marketing, qui est dans son petit bureau, c'est le créatif, c'est le gars qui est payé à dessiner, quoi, et ce qui pose la problématique, la question de crédibilité. C'est-à-dire que c'est le gars, voilà, c'est l'artiste, quoi. C'est le gars qui dessine. Et donc ça, pour moi, en France, c'est plus possible, ça. Ça, c'est plus possible, ce qui n'est pas le cas à l'étranger. En France, vous perdez beaucoup de temps à communiquer et à convaincre. Alors, j'ai une petite expérience, moi, à mon petit niveau, j'ai pas fait beaucoup d'entreprises. Passé 60-70% de votre temps à essayer de convaincre. En Angleterre, la première fois que j'ai fait une présentation d'objets, de design, enfin une étude, le CEO en place me dit il m'a dit moi j'aime bien cette piste-là, mais c'est toi le professionnel, c'est toi qui choisis. Alors là, ça m'est tombé des nues parce qu'avant, ça marchait pas comme ça, quoi. Donc, chacun reste à sa position, en fait. Le marketing fait du marketing, le design fait du design, le CEO gère l'entreprise, mais tout ça, chacun reste dans son poste et va pas essayer d'apprendre le métier de l'autre. Et respecte le métier, la fonction de l'autre. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Quand j'étais en France, c'est chacun mélange tout. Et puis le marketing qui veut faire ça, non, machin, tu fais ça. Les présentations, quand j'étais en France, ça va parler aussi à les designers intégrés. Moi, je faisais des présentations où il y avait 10-15 personnes autour de la table, un peu à la façon caricaturale 99 francs, la scène avec chez Danone.
où vous avez, moi j'aime bien cette piste-là, moi j'aime bien cette piste-là, et puis si on mélangeait la piste 1 avec la piste 4, et blablabla, et puis tu mettras le logo ici, et puis tu mettras cette couleur-là. À la fin, on aboutit à un mouton à 5 pattes, quoi. Ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Alors là, dans l'entreprise actuelle, c'est comme ça, c'est tac, 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 A plus B égale C, les réunions durent 30 minutes et chacun respecte le métier de l'autre, quoi. Et il va pas surenchérir, dire, sinon on n'avance pas. Et donc, par le passé, oui, je citerai pas d'échecs commerciaux parce que tout le monde a mis son grain de sel, son grain de poire et ça marche pas, ça marche pas. Donc voilà, ça c'est un point important, vraiment important pour moi. C'est le respect du designer, que chacun reste dans sa position en fait. Et en France, le designer, voilà, il n'a pas de. Alors je parle pour des PME, hein, mais il n'a pas de poids en fait. C'est vraiment dommage. Pas dans les grosses structures, je pense, comme SEB, comme le groupe Decathlon, voilà, là ils ont compris. Pour moi, c'est indispensable que les PME vraiment françaises comprennent que le poids du design vont développer des marchés incroyables. La majorité des PME sont gérées par l'aspect marketing et commercial, qui est un aspect, on va dire, mathématique. On se fie à la concurrence. Tiens, le concurrent, il a fait ça, il faut qu'on fasse ça, il n'y a pas de réelle innovation. Le designer, alors il ne fait pas tout seul, le designer, qu'on soit bien d'accord, il travaille aussi avec un bureau d'études généralement. Et le designer, lui, par rapport à l'aspect mathématique, marketing et commercial, lui, c'est du feeling, c'est du ressenti. Combien de fois, moi, par le passé, je dis, là, j'ai fait tel salon, j'ai vu telle chose, dans 2-3 ans, il va y avoir une émergence de telle matière, telle forme, tel matériau, ça va exploser, il faut y aller, il faut y aller. Vous faites des rapports de tendance, vous essayez de convaincre, et puis en face, on dit, oh non, c'est vieillot, ça ne marchera jamais. Voilà. 2 ans après arrive, bim, la matière en question explose, mais c'est trop tard, le train est déjà passé. Alors les Italiens savent faire ça très très bien, les Scandinaves aussi, en France, on est une terre d'ingénieurs, de marketing, on est vraiment en retard par rapport à ça. Ouais. En France, comme vous avez travaillé pour Peugeot Saveur, ça me permet de rebondir là-dessus et je pense que le côté conviction, est-ce que c'était pas d'autant plus important que vous travaillez dans un secteur des arts de la table finalement? Où, alors déjà dans le design, on a tendance à nous dire que c'est de l'esthétique, que c'est juste voilà, une valeur d'émotion. Et peu d'entreprises et peu de PME intègrent le design très en amont et font intervenir le design en termes d'innovation. C'est-à-dire que faire de l'innovation, faire du concept, c'est pas quelque chose qu'elles ont compris encore. Est-ce que quand on travaille dans les arts de la table, est-ce que c'est pire entre guillemets ou est-ce que non finalement c'est comme ailleurs? Et du coup, maintenant que vous êtes au Royaume-Uni, est-ce que ça disparaît complètement parce que comme vous le disiez tout à l'heure, les profils sont pas des profils segmentés avec une organisation verticale, mais plus des profils mixtes un petit peu. Alors pire, actuellement, c'est l'idéal, je n'ai même pas besoin de convaincre. Voilà, en fait, quand je fais des réunions avec l'actionnaire, par exemple, étant donné qu'il gère une des marques de mobilier de luxe comme Dedon, il a une sensibilité au design. Donc en fait, le vocabulaire, il est le même. Donc on s'entend bien, la réunion dure 10 minutes, il me dit bla bla bla, on discute, ça va très vite. Encore une fois, après en France, comme je vous dis, voilà, la place du design, elle est compliquée parce qu'en fait, c'est souvent managé par le marketing ou l'aspect commercial. Et trouver l'innovation, alors c'est le gars qui est payé à dessiner, comme vous venez de le dire, c'est de l'esthétisme. Non, c'est pas vrai. Moi, en amont, combien de fois de projets, de produits, on établit le scénario d'usage. Je recevais un cahier des charges assez succinct, d'ailleurs que je lisais, et puis hop. Et après, moi, je m'en servais pas, quoi. Et en fait, après, j'analyse. La première question, c'est pourquoi, comment, les matériaux que je vais utiliser, et puis l'usage, quoi. Alors, c'est sûr que dans un moulin à poivre, l'usage reste toujours le même. Mais il y a eu plein de projets, comme le kit à whisky chez Peugeot Saveur, qui est un best-seller, hein,
où il a fallu, voilà, il y avait de l'innovation, c'est d'usage, on a cherché, et on était 3 autour de la table, hein. Au niveau de l'innovation, pour fédérer une équipe, alors il ne faut pas être trop nombreux, parce que l'aspect design fédère. Et puis, il y a aussi une question des personnalités que vous rassemblez autour de la table pour l'innovation. Alors, avec un bureau d'études, c'est génial parce que souvent, ouais, ils sont dans ce type-là de créer sous l'aspect technique, mais ouais, ça marche bien. Et donc, à 3-4, on arrive, on trouve des concepts, des choses, et puis, ouais, ça décolle, quoi. C'est comme une partie de ping-pong, quoi. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, on dessine, post-it, enfin bref, c'est rigolo, quoi. Il y a une bonne ambiance. Mais ça ne marche pas avec tout le monde. C'est une question de personnalité. Et il ne faut pas être trop nombreux autour de la table. Et quand vous avez eu besoin de convaincre, vous avez utilisé quel type d'outils, justement? Alors, quand je faisais des réunions, des workshops, comme on dit, hein, avec les ingénieurs, avec le bureau d'études, là, il n'y a pas besoin de convaincre. Tout le monde sait qu'on est là pour trouver des idées, innover sur la fonction, sur l'usage, le scénario d'usage. Voilà, il n'y a pas besoin de convaincre. C'est plus quand, une fois que le projet il a commencé à aboutir, qu'on va faire une présentation devant la direction marketing, l'équipe de tout le monde, quoi. Que là, et en fait, autour de la table, vous avez 10 à 15 personnes, quoi. Et là, c'est compliqué. Alors, c'est tout le monde dit, ah, moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça. Voilà, et moi, je souhaiterais que ça soit, ah, cette piste-là, avec cette piste-là, ça serait bien. Enfin, tous les designers vont se reconnaître là-dedans, hein. Le mélange de pistes avec les couleurs, c'est comme si je prenais le pare-choc d'une Ferrari et que je la posais sur une Porsche, quoi. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça. Et voilà, puis après, ça vous dépasse, en fait. Ça vous dépasse, quoi. Donc après, au début, je m'énervais, tout ça, je perdais mes moyens. Alors après, j'ai appris avec le temps à laisser faire, en fait. Il y a aussi qui rentre en jeu l'ego du designer aussi. Ça, c'est pas facile à gérer. Il faut en être conscient. Et puis, ouais, là, quand un designer il crée quelque chose pour une entreprise, ça lui appartient plus. C'est plus c'est la création de tout le monde. Donc, c'est pas évident. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait que tout le monde se prend pour des créatifs. Donc, tout le monde veut mettre sa patte, veut toucher. Et j'avais bien aimé d'ailleurs sur LinkedIn, je crois qu'il s'appelle Sébastien Lost, c'est un designer UX, qui disait qu'il en avait marre d'entendre que tout le monde peut être créatif. Il disait, ouais, moi j'ai mélangé de la pure avec du café, alors c'est créatif, mais c'est pas bon. Tout le monde ne peut pas être edge to best. Et je trouve que cette image-là, elle est très bien, quoi. C'est tout. Oui, on peut être créatif, mais le résultat est pas forcément là. Donc voilà. Encore une fois, on en revient, chacun doit rester dans sa position, en fait. Puis sur le design, en fait, tout le monde peut dire, voilà, moi aussi je suis créatif, donc moi je veux voir ça, je veux faire ce format. Et puis le concurrent, il a fait ça, c'est génial, faut faire pareil. Non, c'est compliqué. La position du design en France est vraiment compliquée. Pour moi, après, voilà. Après, là, j'ai la chance actuellement que tout roule, quoi. J'ai pas besoin de le prouver, quoi, en fait. On voit qu'il y a une vraie différence de culture. Oui, ouais, il y a une vraie différence et je pense qu'en France, ouais, on a les dirigeants de PME, ils n'ont pas compris en fait une fois, alors c'est peut-être un peu dur, hein, une fois j'avais passé un entretien avec Philippe Vaillé justement pour me faire recruter chez Carrefour et ça m'intéressait. Bon, j'ai pas eu le poste, c'est dommage, mais j'aimais bien. Et Philippe Vaillé m'a dit une phrase qui m'a marqué. Non, mais le marketing, c'est le XXe siècle. C'est fini. Et ça m'a vraiment marqué, ouais, je trouve, quoi. Surtout que le monsieur, il a plus grand-chose à prouver, quoi. Donc, voilà. Ouais, j'aime bien le suivre sur LinkedIn, ça. Donc, voilà. Enfin, bref. Donc, merci beaucoup pour cet échange de pratiques et d'expériences. De rien. Merci.